La semaine passée, j'étais en conversation avec un DG d'une OBNL à Montréal. On parlait d'avantages sociaux, de tendances, d'optimisation, tout ça. Puis au cours de la conversation, il me glisse tranquillement qu'il aurait aimé justement revoir l'offre d'avantages sociaux cette année, mais que finalement, ça ne se fera pas parce qu'il n'y a pas de budget supplémentaire à accorder à la révision des avantages sociaux. Donc, c'est une remarque qui m'a beaucoup interpellé. Puis j'ai eu le goût de faire une vidéo aujourd'hui là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup il y a une mauvaise compréhension autour du budget, des avantages sociaux, puis du réalignement, dans le fond, d'une offre d'avantages sociaux pour qu'elle soit encore mieux perçue puis mieux alignée. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre aux différentes questions qui peuvent venir en lien avec la gestion du budget ou le budget supplémentaire nécessaire ou pas pour une révision d'avantages sociaux. Le premier élément qui me vient en tête quand j'entends parler de budget et d'avantages sociaux, souvent la question c'est est-ce que ça prend nécessairement plus de budget pour être capable de réaligner puis d'optimiser nos avantages sociaux? La réponse, je pense que c'est pas tant est-ce que ça prend plus de budget, c'est plutôt de faire un changement mental puis de se dire ben si j'ai pas plus de budget, dans le fond, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être capable d'améliorer nos avantages sociaux ou de les réaligner ou d'amener plus de valeur. Fait que je pense que faut pas tant se concentrer sur quelque chose sur lequel on n'a pas ou peu d'impact à l'intérieur de l'organisation, de l'OBNL ou de la PME, mais plutôt de se dire, ben, quand je me remets dans mon pouvoir à moi, c'est que si j'ai pas de budget supplémentaire, la question c'est que maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour être capable d'amener justement de la valeur. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un switch de positionnement, de se dire, ben, de passer d'un état passif qui est, ben, j'ai pas plus de budget, donc je peux rien faire, à un état qui est plus actif en disant, ben, si je change mon questionnement interne, ben maintenant, dans quel mode ça m'amène, puis de quelle manière je peux commencer à réfléchir pour être capable de faire quelque chose. Donc, je pense que la bonne question à se poser, c'est vraiment ça. C'est pas tant de se dire, ben, j'ai pas de budget supplémentaire, mais plutôt de se dire, ben, écoute, étant donné que l'état de fait que j'ai pas de budget supplémentaire cette année, maintenant, qu'est-ce qui est à ma disposition? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux modifier? Comment je peux changer ma façon de percevoir les choses pour être capable d'amener de la valeur au niveau de mes avantages sociaux. L'autre question fréquente qui peut venir au niveau du budget, bien sûr, c'est est-ce qu'on est les seuls à pas avoir de budget pour améliorer nos avantages sociaux? La réponse, c'est ben non. Si tu es dans une PME puis dans une OBNL, il n'y a jamais d'organisation qui est sans limite au niveau des avantages sociaux puis qui peut investir de manière simple et fluide à chaque année de plus en plus pour être capable de satisfaire les employés. Donc, ben non. Tout le monde, vous n'êtes pas tout seul, tout le monde a cette contrainte-là. Peut-être que dans les grandes organisations, c'est sky is the limit, mais en PME et en OBNL, je travaille pas avec personne qui n'a pas de budget respecté. Donc, faut pas se sentir tout seul là-dedans. Puis faut aussi, justement, si on se rapporte à mon précédent point, ben, se dire, écoute, puisque tout le monde est dans le même bateau, puis il y en a qui ont des avantages sociaux qui satisfont en plus leurs employés, puis qui sont mieux alignés, puis qui ont créé plus de valeur, ben la question, c'est qu'est-ce qu'ils font de différent versus qu'est-ce que nous autres on fait. Donc, sachant que tout le monde a un budget, tout le monde a une capacité de payer, puis ça se peut pas que mes compétiteurs talents aient double du budget que moi, ben la question c'est qu'est-ce qu'on va faire de différent pour être capable justement d'amener plus de valeur perçue, plus d'appréciation, plus de réponses aux besoins et tout ça. Donc, faut pas se sentir tout seul là-dedans, c'est normal. C'est normal qu'on se pose la question, mais tout le monde a un budget, faites-vous-en pas, c'est tout à fait commun en petite organisation. Prochaine question en lien avec le budget en avantages sociaux, c'est comment on peut faire pour vraiment maximiser notre budget. Il n'y a pas de réponse magique, mais il y a un processus qu'il faut suivre pour être capable de maximiser vraiment notre budget. C'est de prendre des décisions sur des données fiables et non juste sur des impressions. Encore aujourd'hui, trop souvent, on prend des décisions d'avantages sociaux basées sur des perceptions, sur des choses qu'on a entendues, mais jamais sur des données fiables. Donc, si on veut vraiment maximiser la valeur du dollar qu'on investit comme organisation, il faut avoir des données fiables sur lesquelles on va être capable de se baser pour prendre les bonnes décisions. Donc, se dire, écoute, je le sais que ce que mes employés veulent,
Ils m'en ont déjà parlé dans le cadre de porte, j'ai pas besoin de les consulter, tout ça. Malheureusement, ça fonctionne pas. La preuve, c'est qu'on a encore beaucoup d'insatisfaction. Donc, si on veut vraiment maximiser le dollar, il faut être capable d'aller chercher des données, autant à l'interne qu'à l'externe, pour être capable d'avoir une vue vraiment complète et 360 des besoins, des attentes, des motivations de nos employés dans un premier temps. Aussi voir ce que nos compétiteurs talents offrent, puis ensuite voir vraiment les données réelles de santé et de mieux-être de nos employés pour être capable de se faire une vue globale de notre situation puis de notre portrait, pour être capable de voir où notre dollar va avoir le plus d'impact. Donc, si on est capable de dégager certains profils types d'employés dans nos organisations, on va être capable de créer des packages d'avantages sociaux qui vont répondre à ces différents profils-là, mais pour être capable d'identifier les profils, puis les besoins, puis les motivations qui sont en arrière de ces profils-là, ben ça prend des données. Donc, pour moi, la maximisation d'un budget, puis le réalignement, ben ça passe nécessairement par prendre des décisions basées sur du data réel. Un autre point qui est super important à souligner, puis qu'on peut placer aussi dans une question, c'est pourquoi j'investis plus, par exemple, si j'ai du budget supplémentaire, mais j'ai pas plus de satisfaction de la part des employés. Ben, la réponse est vraiment liée à ce que je viens de mentionner par rapport aux données, c'est que c'est pas parce qu'on fait juste rajouter des choses qu'on va avoir plus de satisfaction. Si on veut plus de satisfaction, il faut comprendre les enjeux de nos employés, puis comprendre leur motivation, comment ils prennent leurs décisions, puis être capable de comprendre, dans le fond, quelles solutions ils ont besoin pour venir pallier certains problèmes qu'ils vivent. Donc, ce n'est pas nécessairement en rajoutant du budget qu'on va avoir plus de satisfaction. C'est sûr que si on a plus de budget, ben, ça nous ajoute plus de capacité, c'est le fun. Mais juste venir rajouter du budget sans comprendre, ça se peut qu'on ait une meilleure satisfaction, mais ça se peut aussi fortement qu'on n'ait pas parce qu'on n'a pas pris le temps, on n'a pas pris un pas de recul pour vraiment aller analyser comment ce budget supplémentaire-là, on pourrait l'injecter pour que ça ait un maximum de valeur perçue. Je prends un exemple super simple. Il y a eu la fameuse mode d'ajouter de la télémédecine un peu partout. De plus en plus d'assureurs ont commencé à l'ajouter dans leur package. Plusieurs organisations l'ont ajouté en se disant, regarde, c'est vraiment un élément de plus, les employés vont être contents d'avoir ça, tout ça. Mais tu sais, si tu ajoutes la télémédecine, puis tu fais un sondage, 2 ans plus tard, tu te rends compte que 90% de tes employés ont un médecin de famille, pas sûr que le montant que tu as investi en télémédecine va vraiment avoir un super gros retour sur investissement. Bien sûr, ça va être un élément de plus, mais est-ce que ça va être vraiment perçu positivement? Je ne suis pas certain, versus dans une autre organisation où tu aurais, exemple, 60% des employés seulement qui auraient un médecin de famille. Fait que tu comprends, il faut vraiment être capable de comprendre les enjeux pour être capable d'aller aligner notre dollar sur ces enjeux-là. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas parce qu'on rajoute nécessairement de l'argent qu'on augmente directement la satisfaction des employés. Un autre point qui peut être super logique comme questionnement, c'est pourquoi que deux organisations avec un budget similaire ou à peu près pareil vont avoir des niveaux de satisfaction assez différents. Bien, c'est la même logique qui va venir s'appliquer ici. Dans le fond, c'est que je vais avoir deux organisations qui ont un budget similaire, une qui va avoir pris des décisions sur des données claires, l'autre qui va juste avoir mis un régime pour copier un peu ce que les autres organisations font, pour un peu se dire, ben regarde, je vais donner ça aux employés, ils vont être contents. Euh, Malheureusement, ça ne fera pas le travail aussi bien que si on a pris le temps de vraiment comprendre les enjeux de nos employés. Parce que l'idée d'aller comprendre les enjeux de nos employés, vous allez faire le lien, c'est que plus tu prends le temps de consulter puis d'expliquer aux employés qu'on cherche à répondre à leurs besoins et à leur satisfaction, ben après ça, quand on va relancer le régime, ben bien sûr, les employés vont faire le lien entre ce qu'on va déployer versus ce qu'on va avoir posé comme questionnement dans notre phase initiale de compréhension. Donc, l'employé va faire le lien de dire, ben regarde, l'employeur fait un effort pour m'écouter, pour essayer de comprendre mes enjeux, puis ensuite, ce qu'il déploie, ben, dans le meilleur des mondes, avec le budget qu'on a tout le monde, ben, c'est pour tenter de répondre à ces enjeux-là. Donc, ça fait vraiment un niveau de satisfaction très différent.
versus un employeur qui va juste prendre le même budget puis qui va implanter le régime ou qui va le déployer sans poser de questions. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des niveaux de satisfaction différents, avec deux organisations similaires, mais avec des budgets qui sont aussi similaires. C'est parce qu'il y en a un, justement, qu'on va vraiment prendre le temps d'impliquer les gens dans la démarche pour être capable d'augmenter leur niveau de satisfaction. Le dernier point, et non le moindre, quand on vient de parler de budget d'avantages sociaux, c'est le questionnement autour de c'est quoi les leviers, qu'est-ce qui vient impacter les coûts d'un régime d'assurance collective. Il y a plusieurs éléments qui viennent impacter les coûts d'un régime d'assurance collective sur lesquels on a plus ou moins de contrôle dépendamment de la situation. Bien sûr, les couvertures qu'on va offrir à nos employés, c'est le premier élément, c'est l'élément qui nous vient en tête, c'est le plus simple, bien sûr, ça va impacter les coûts directement de notre régime, du plus ou moins généreux, bien sûr, ça va impacter directement les coûts. Il y a d'autres éléments, par contre, des fois qui peuvent être un peu moins clairs dans notre tête. Bien sûr, il y a les frais de gestion que l'assureur va facturer dans notre régime. Il y a l'expérience de réclamation. Donc, si j'ai des gens qui prennent des médicaments très, très onéreux, automatiquement, bien sûr, ça va venir créer une pression sur les coûts du régime d'assurance collective. Pour l'employé aussi, il y a le partage entre l'employeur et l'employé. Des fois, j'ai des commentaires d'employés qui disent « Mais regarde, moi, je connais quelqu'un qui est dans une autre organisation, qui est avec Desjardins ou avec Beneva ou peu importe l'assureur, puis il dit « Les couvertures sont plus généreuses puis ça coûte moins cher. » Bien, ce qu'on ne sait pas de l'autre côté, c'est il y a combien d'employés dans ce régime-là? C'est quoi les frais de gestion? Est-ce qu'il y a beaucoup de grands réclamants ou il n'y en a pas du tout? Ensuite, est-ce que l'employeur paye 30, 40, 50, 70% de la prime? Tout ça, ça va venir vraiment impacter les coûts que l'employé va percevoir de notre régime d'assurance collective. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Il y a aussi au niveau du côté des outils de contrôle pour les réclamations, il y a les seuils de mutualisation, il y a les solutions au niveau des médicaments. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui peuvent venir impacter les coûts d'un régime d'assurance collective. Puis bien sûr, quand on fait une démarche d'optimisation, c'est important de regarder tout ça pour être capable de remettre tout ça dans un contexte, mettre ça à plat, puis comprendre justement chacun des éléments, qu'est-ce que ça va venir impacter, sur lequel on a du pouvoir, sur lequel on en a moins. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important de parler de ça parce que nécessairement, quand on parle d'une révision d'un régime d'assurance collective, ça va venir sur la table ces questionnements-là par rapport à ce qui influence sur les coûts. Fait qu'en conclusion, quand justement on conclut j'ai pas de budget, donc je peux rien faire, c'est pas aussi direct que ça, puis souvent on a l'impression que c'est bloqué parce qu'on n'a pas de budget. Mais dans les faits, excuse-moi, c'est rarement le seul levier qu'on a. Fait que la façon dont le régime va être structuré, va être compris, va être communiqué aux employés, va être aligné sur leur réalité, souvent ça va avoir encore plus d'impact que le budget en tant que tel. Donc, avant d'ajouter ou de couper des protections, c'est important de prendre vraiment un pas de recul pour comprendre dans quelle situation on est. Les motivations des gens, je l'ai assez dit tantôt, vraiment aller chercher du data pour être capable de se faire une tête vraiment très, très claire sur comment on va être capable d'avoir un maximum d'impact. Donc, sentez-vous pas, je vous dirais, pris au piège avec le fait que vous n'avez pas de budget supplémentaire. Sachez plutôt que vous pouvez vous mettre dans une position où vous pouvez être actif pour être capable d'avoir de l'impact parce que oui, c'est pas définitif d'avoir un budget supplémentaire qui est pas là. Vous êtes capable de faire des choses. Puis l'idée aujourd'hui de la vidéo, c'était justement de vous convaincre que c'était possible d'améliorer votre sort puis d'améliorer votre offre d'avantages sociaux malgré des fois un budget qui va rester pas mal le même. Donc, j'espère que cette vidéo-là t'a plu aujourd'hui. Je t'invite à t'abonner sur mon infolette sur mon site web jimmycoté.com. Si jamais aussi tu veux en savoir un peu plus sur ma démarche en 3 grandes phases, tu vas pouvoir voir ça sur mon site web. J'ai un livre que j'ai écrit sur l'optimisation des avantages sociaux. Donc, je te laisse là-dessus. Je te remercie d'avoir écouté ça et on se reparle très bientôt.